hola, hello et salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Le duo violon-archet fait une belle paire d'inséparables et c'est cette petite baguette de bois essentielle que nous présente l'atelier Sandrine Raffin. La grande prêtresse de la mode française, c'est Inès de la Fressange, of course, la parisienne dans toute sa splendeur. Avis à tous les Bretons expatriés à Paris qui ont le mal du pays, aujourd'hui balade à l'Armoricaine au cœur de la capitale. La broderie fil d'or, vous trouvez ça vieillot? Attendez de découvrir les créations de Nini Peony, un résultat détonnant. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. En plaide coupable, oui, on adore les bonbons. Et non, ce n'est pas réservé qu'aux enfants et Candy Chéri nous le prouve bien. Terminez les doigts dans les paquets pleins de sucre qui piquent, présentation chic pour bonbons en tout genre. Nougat, berlingot, guimauve et plein d'autres s'invitent maintenant sur les tables branchées des tea parties. Allez, venez, on vous invite pour le goûter. Construites au XVIIIe siècle par le sommelier du roi, les caves du Louvre abritaient autrefois le vin servi à la cour. Elles étaient reliées au Louvre par un tunnel secret afin d'éviter les brigands de la cour des miracles. Aujourd'hui, c'est un musée dédié au vin avec un itinéraire découverte autour des 5 sens. De quoi occuper les nostalgiques de la royauté. Annie Pastor a déniché les inventions les plus loufoques, inutiles ou encore navrantes, photos à l'appui. On y découvre par exemple une cage suspendue dans le vide, permettant aux enfants de prendre l'air au bord de la fenêtre. Ou encore un mini parapluie à cigarette pour fumer au sec. Personne ne sait quelle mouche a piqué ces inventeurs fous, mais nous on adore. Ici, pas de pétrochimie, mais une base d'alcool bio de betterave comme point de départ des parfums Philippe. Lauréat de la mention Slow Cosmétique qui prône des formules propres et un marketing raisonnable, les parfums de la gamme proposent des voyages olfactifs à travers le monde. Plus besoin de se ruiner en billets d'avion, en voilà des vacances pas trop chères. Il y a l'uterie, mais aussi l'archeterie. Moins connu ce savoir-faire et pourtant indispensable à tout violoniste. L'atelier Sandrine Raffin nous fait découvrir ses secrets. On retient souvent l'instrument d'un grand violoniste, mais rarement son archet. Pourtant, cette petite baguette de 73 cm et de 60 grammes a une importance fondamentale dans le jeu d'un musicien. Depuis 2007, Sandrine Raffin a repris l'atelier d'archetterie paternelle situé rue de Rome à Paris, la rue des musiciens. Si à l'origine, la maison Raffin s'est spécialisée dans l'archetterie aux dépens de la lutherie pour une question d'espace, Sandrine porte encore aujourd'hui un savoir-faire d'excellence et met à l'honneur cet objet bien plus riche et fascinant qu'il n'y paraît. Bon, commençons par le début, ça ressemble à quoi un archet? L'archet est composé de 3 éléments principaux, donc il va y avoir la baguette qui est en bout de pernambouc, la hausse et le bouton. Donc sur la hausse, on va avoir donc des parties en argent et pour certaines, des parties en nacre. Sans oublier le crin de cheval. Les différents éléments de l'archet font donc appel à plein de matériaux différents, ce qui rend son travail particulièrement intéressant. En lutherie, on va utiliser beaucoup les bois tendres et les bois durs, alors qu'en archetterie, on va pouvoir travailler la nacre, les métaux, l'argent, l'or. Donc ça permet en fait de travailler plusieurs corps de métier. Parmi les prestations de l'atelier, il y a d'abord un travail de restauration. Alors, on va restaurer des pièces anciennes qui, avec le temps, l'usure, vont avoir des petits aléas de la vie. Donc le but, c'est vraiment d'intervenir dessus et prolonger la vie de ces archets qui sont pour beaucoup des pièces d'art. J'aime participer à cette continuité de transmission du patrimoine. D'autre part, en plus des copies de modèles anciens, l'atelier propose aussi ses propres créations. Vu la petite taille de l'objet et les contraintes d'équilibre que cela implique, la créativité se loge dans les détails et l'esthétique. Une couleur, un objet ancien, un tableau, une déformation du bois, l'inspiration est partout. Et l'archet, c'est surtout un rituel de fabrication tout en minutie. Je suis en train de travailler la plaque des têtes. En toutes les formes, les courbes, en respectant la tête, la forme de la tête. Là, on est en train de remêcher en fait un archet de violoncelle. Ça consiste à changer les crins qui, au bout d'un moment, ils s'usent. Ça, c'est justement la petite cale de tête, ce qui permet en fait de bloquer la mèche pour éviter que ça saute.
La complexité de la fabrication d'un archet va venir d'une part de la précision. On va travailler au dixième de millimètre et chaque geste fait va forcément avoir un impact sur le geste ou la courbe finale. La complexité, c'est aussi de trouver l'harmonie entre l'archer, l'instrument et le musicien. Suivant le répertoire que le musicien va jouer, il va avoir besoin d'un archet différent. Ça va être la même chose qu'un tennisman. Il ne va pas prendre la même raquette s'il joue sur gazon ou sur terre battue en fait. Suivant le répertoire, il va s'adapter, avoir un archet plus réactif, un archet plus moelleux. L'archet va s'adapter au musicien et aussi à l'instrument. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans certains cas un archet qui s'adapte vraiment bien au bras du musicien, mais qui apporte un son trop clair pour l'instrument, alors que l'instrument aura besoin d'avoir une sonorité plus chaude. Donc c'est vraiment un mariage à trois. C'est pour cela qu'il y a toute une phase d'essayage très importante. Dans ce salon, au sous-sol de l'atelier, le musicien peut tester plusieurs modèles avant d'en choisir un et de l'essayer pendant une semaine. Léo Marillier a acquis il y a quelques mois un archet de chez Sandrine Raffin. Et entre le violoniste et cet objet qui est bien plus qu'un accessoire, c'est une véritable idylle. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir cet archet en prêt pendant 1 an. Et ma relation avec cet archet a grandi avec un énorme amour, je dois dire, et j'ai décidé de l'acquérir. La relation que tout musicien a avec un archet, c'est vraiment de l'ordre d'un organe, d'une extension du corps. C'est-à-dire que le violon, c'est vraiment un outil, donc on travaille, on s'adapte à lui, alors que dans le cas de l'archet, c'est beaucoup plus réciproque. Sandrine prend soin de transmettre ce savoir-faire ancestral. Les archers n'ont pas fini de faire vibrer notre corde sensible. C'est dans les rues de Paris qu'elle donne le ton de la mode. C'est chez Roger Vivier qu'elle continue sa quête inspirante. L'incontournable Inès de la Fressange nous donne un aperçu de son quotidien plus parisien que jamais. C'est la parisienne par excellence, celle que toutes les femmes veulent copier. Un look naturellement décontracté et chic, un sourire tout aussi sincère. Inès de la Fressange, c'est un peu cette icône de la mode dont on aimerait bien être la bonne copine. Mannequin, styliste, consultante, l'ancienne égérie de Chanel est tombée dans la marmite dès l'âge de 17 ans. Et depuis, la mode est tombée amoureuse d'Inès. Aujourd'hui, la star a quitté les podiums, mais pas la haute couture. Ambassadrice de la maison Roger Vivier, Inès dirige également sa propre marque, Inès de la Fressange Paris. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec ses graphistes pour le développement du site internet. Une discussion qui s'articule autour du choix des photos, des informations du site et de l'organisation du e-shop. Le tout dans une ambiance très décontractée. Comment c'est dans les sites habituels? Il n'y a pas des liens vers les réseaux sociaux? Si, et justement, Ah, d'accord. ça arrive. Bon, là, il faut s'imaginer que c'est pas la même photo, en fait, c'est un Oui, Insta bien Live. sûr. Du coup, c'est relié à notre Instagram. Ok, très bien, ouais, ça Et je vois. Ça change, Ouais, ouais. en fait, en continu. Je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises travaillent un tout petit peu trop avec les études de marché, dans des réunions, avec du raisonnement, de la logique. Et le monde de la mode, c'est pas ça. C'est généralement difficilement explicable. On sent les choses, on les connaît à force de l'expérience. Il faut savoir écouter son feeling. Le feeling, c'est comme ça qu'Inès travaille. Que ce soit pour ses créations ou pour ses collaborations, tout se fait au coup de cœur. Et plus qu'une manière de travailler, ça serait presque une règle de vie. Ce qu'il y a de plus passionnant comme ça dans la vie et de plus important, eh bien, ce sont des décisions qui ne sont pas garanties et où finalement on signe pour le meilleur et pour le pire. Personnellement, je travaille pour plusieurs personnes. Je travaille pour Roger Vivier, je travaille pour Uniqlo, je travaille pour ma marque, je fais une newsletter en plus qui s'appelle lalettre-d'Inès.com. Et donc j'ai un manque de temps total qui me force à prendre des décisions très très rapides. Et je crois que c'est comme ça que ça doit être fait. Si on hésite, on ne fait pas. Une fois la séance de travail terminée, Inès doit encore choisir quelques produits pour un shooting avec Uniqlo, la marque de prêt-à-porter pour qui elle a créé des collections saisonnières.
Puis, direction la rive gauche, où l'ancien mannequin a installé sa boutique, ou plutôt sa quincaillerie comme elle l'appelle. J'aime pas tellement le terme concept store, parce qu'on imagine un truc un peu moderne, froid, avec de la musique très très fort. Mais plus le côté droguerie quincaillerie, où il y a des surprises, où il y a un petit peu de tout mélangé. Du panier au jean, en passant par le pistolet à ketchup. Ça, vraiment, c'est l'objet qui n'a eu aucun succès. Ça peut être très, très utile. Alors, le fonctionnement est relativement simple. Et enfin, c'est quand même très technique. On met le ketchup là, on visse, voilà. Et puis après, pof, pof, on met du ketchup. Mais non, non, non. Là, ça n'a pas été compris. On est à la tête d'un stock immense de pistolets à ketchup. C'est donc un flop pour le ketchup. Heureusement, les collections d'Inès rencontrent généralement un franc succès. C'est d'ailleurs dans l'arrière-boutique que les couturières et stylistes élaborent chaque détail des vêtements imaginés par la directrice artistique. Pour l'été prochain, j'avais envie de robes très amples et en même temps légères, qui soient un peu comme des cache-maillots, comme des grandes djellabas un petit peu. Hier, j'ai vu des essayages avec des formes très jolies, des nouveaux modèles. Et je viens voir si on pourrait pas les illustrer dans différents tissus. Le luxe, c'est vraiment de respecter l'artisanat, tout ce qui est fait à la main, tout ce qui n'est pas juste un dessin envoyé dans une usine. C'est donc une journée sous le signe de l'élégance qui s'achève en compagnie de la styliste. Une journée qui nous aura permis de marcher dans les pas d'Inès, au moins le temps de quelques heures. Bonjour Inès. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Eh ben, c'est une joie, c'est ma récréation. C'est la nôtre aussi aujourd'hui. Inès, vous êtes vraiment née sous une bonne étoile, née dans la très bonne famille avec une super éducation, seule fille parmi une école de garçons. Tout allait bien pour vous et pourtant, tout au début de votre carrière, pendant longtemps, on avait l'impression que vous vous excusez un peu pour ce succès. Comment ça se fait ? Ah oui, c'est amusant. Vous êtes probablement la première personne qui me dit ça. Et effectivement, j'ai eu de la chance. Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise famille. Je suis née dans une famille aisée. Mais c'est vrai que pendant tous les débuts de ma carrière de mannequin particulièrement, je voulais pas expliquer quel genre de milieu je venais. J'utilisais que mon prénom. Et puis, je me souviens par exemple que j'étais allée chez Balmain me présenter comme mannequin inconnu. Il ne m'avait pas pris. Et quand j'ai raconté ça à ma grand-mère, qui avait été cliente de Balmain pendant des années, elle était outrée. Elle m'a dit « Mais t'as pas dit que t'étais ma petite fille ?» Et en aucun cas, j'aurais fait une chose pareille. Vous étiez, Inès, un mannequin très différent des autres. D'abord androgyne par votre apparence et aussi par votre comportement. On avait l'impression que vous faisiez ça un peu très désinvolte. Ça marche très bien, ça marche pas, je laisse tomber, c'est pas grave. C'est ça qui a fait votre succès, en quelque sorte ? Non, dit comme ça, c'est splendide, parce qu'on a l'impression que je suis quelqu'un d'un peu rebelle, avec des convictions. Oui, cette impression, on l'a eue. Ouais, mais non, c'est que juste j'étais un mauvais mannequin qui savait pas faire tourner les robes et qui ne correspondait pas aux autres mannequins du moment non plus, parce qu'elles étaient plutôt blondes, avec une dentition parfaite, un peu des allures de surfeuse. Et moi, ce sont mes défauts qui ont fait mon succès plutôt. Par rapport à beaucoup d'autres, en revanche, vous avez duré. Vous êtes presque aujourd'hui plus à la mode que quand vous aviez 20 ans. Ça, c'est incroyable. En fait, j'ai duré parce que je voulais pas durer. C'est paradoxal. Hein. Mais en même temps, quand on a été mannequin, c'est un peu comme Miss France, qu'on continue à vous en parler éternellement. Alors que là, ça fait quand même quelques années que je suis styliste ou consultante. Mais évidemment, c'est ce qui est le plus amusant. Aujourd'hui, on est à la maison Roger Vivier, dans votre bureau. Vous êtes en quelque sorte la muse ou l'ambassadrice de la maison. Roger Vivier, c'est une aventure formidable. Depuis 15 ans, c'est ça ? Ouais. Déjà ? Je crois. 2003. En fait, voilà, c'était justement un nom que je connaissais. J'ai connu Roger Vivier, il y a des photos là
le prouve. Et Roger Vivier lui-même, qui était un grand créateur, visionnaire, inventeur du talon aiguille. Mais après sa mort, il a été un peu oublié, même par les gens de la mode. Hein. Et donc la mission, c'était de relancer le nom dans le monde entier et de participer à reconstruire cette maison. Inès, de toute façon, on vous colle l'étiquette de la Parisienne. Vous êtes la Parisienne par essence. Pourtant, vous n'êtes pas entièrement parisienne. Vous avez du sang hongrois, sud-américain. C'est tout ça qui fait la Parisienne, tout ce qu'on a dit. Alors, on ne me colle pas cette image, je l'ai beaucoup revendiquée. Parce qu'à une époque, on m'avait élue Marianne. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à dire, ce qui est amusant, c'est que vous me considérez comme française, mon visage va être prêté à celui de la France, mais je vous rappelle que j'ai une grand-mère colombienne, une mère argentine, du sang polonais, tchécoslovaque. Pour dire, justement, c'est ça la France. C'est constitué de plein de cultures, de gens qui sont venus, de gens qui ont rêvé la France. Et ça, je trouve qu'il faut, à des moments comme ça, où il y a des mouvements un peu extrêmes, totalitaires, angoissants, dans le monde entier, hein, pas seulement en France, je crois qu'il faut savoir le rappeler un petit peu. Merci beaucoup, Inès. Merci à vous, à très vite. Quand vous pensez Bretagne, vous pensez galette, plage de galets et mer déchaînée. Nous, on a déniché 3 adresses pour les Bretons parisiens ou tout simplement les amoureux de la côte celtique. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré le quartier de Montparnasse à la découverte de nos amis bretons. Alors préparez-vous à découvrir une culture qui perdure dans la capitale depuis des générations, ambiance brestoise garantie. Pour notre première adresse, direction la Mission Bretonne dans le 14e arrondissement. Cette association fut fondée en 1947 par l'abbé Élie Gauthier afin d'assurer l'accueil des Bretons arrivés massivement dans la capitale après avoir fui la crise économique qui sévissait dans les campagnes. Depuis, l'association organise un ensemble d'activités pour faire découvrir l'histoire de la Bretagne. C'est le cas aujourd'hui à l'occasion d'une balade à la découverte des artistes bretons de Montparnasse. Durant l'entre-deux-guerres, le quartier connaît un tournant et devient un repère pour de nombreux artistes. Jeanne Malivelle, originaire de Loudéac et particulièrement connue pour ses gravures sur bois, s'y était installée. Ces ateliers d'artistes sont encore aujourd'hui à découvrir au détour d'une ruelle. Des restaurants comme la Rotonde, le Dôme et la Coupole étaient devenus pour eux des points de rencontre privilégiés. Sans oublier l'église de Notre-Dame-des-Champs, ancien lieu de rendez-vous de l'association La Paroisse Bretonne de Paris, qui aidait autrefois les Bretons arrivés dans la capitale à trouver du travail. Après ce tour d'horizon du quartier le plus breton de Paris, partons à la rencontre de ceux qui ont fait perdurer la tradition, à l'image de cette librairie spécialisée en régionalisme breton. Installée depuis 44 ans dans la rue du Maine, cette caverne d'Ali Baba regorge de spécialités bretonnes. Préparer une escapade en Bretagne ou simplement en souvenir de l'air marin, il y a l'embarras du choix. C'est une librairie spécialisée sur la Bretagne et les pays celtiques. Donc on vend surtout du livre, des disques, des bijoux et un peu d'objets de décoration. Tout ce qui est en relation avec la culture bretonne. Petits et grands peuvent y découvrir ou redécouvrir la richesse culturelle de la Bretagne à travers un ensemble d'ouvrages ou de magazines. Les gens viennent chercher ici beaucoup de livres sur l'histoire, les contes, légendes, et puis des livres d'art sur la Bretagne. L'intérêt, c'est que les gens sont d'origine bretonne, sont bretons et ils ont envie de connaître leur culture, quoi. Et puis voilà, on est breton, donc on a des gènes, on aime la musique bretonne, on aime la littérature bretonne. Et pour les plus gourmands, un rayon spécialement dédié aux gourmandises bretonnes devrait vous plaire. Après avoir parlé livres, parlons maintenant musique. Et pour cela, direction un bar dédié à la cité du Ponant, ton air de Brest.
Fait entièrement en 2009, ce bar fait depuis plusieurs années le bonheur des Bretons expatriés dans la capitale, mais aussi celui des amoureux de musique celtique. C'est dans une ambiance rock et nostalgique que se succèdent sur scène des musiciens amateurs à l'occasion de jams organisés chaque vendredi soir. Le but du bar, c'est d'avoir une petite scène pour produire les gens qui débutent dans la musique, pour faire des petits concerts. Et j'ai profité du nom du bar pour faire de la bière naturelle, artisanale bretonne. Je les fais venir de Bretagne, c'est pas toujours facile, mais elles sont là. Authenticité et convivialité sont les maîtres mots qui résonnent dans ce lieu. On s'y rend pour partager un bon moment ou en souvenir de ses racines bretonnes. À Paris, je trouvais que les bars étaient un peu impersonnels. C'est une ambiance brestoise où tout le monde se connaît, où tout le monde discute avec tout le monde. On peut venir seul, on finit jamais seul. Il y a une bonne complicité avec la clientèle. Et c'est ce que je ne retrouvais pas à Paris, c'est pour ça que j'ai fait ce bar-là. Notre voyage au cœur des terres bretonnes parisiennes se termine, mais avant, on se quitte sur une petite note musicale. Kenavo! Méthode ancienne détournée pour un résultat ultra poétique, c'est l'œuvre de Nini Peony. Avec ses broderies au fil d'or et ses inspirations asiatiques, elle donne un accent rock à nos tenues avec ses bijoux et créations. Des fleurs, des dragons, des poissons, le tout brodé de fil d'or, ces créations ce sont celles d'Inès, alias Nini Peony. Un univers poétique aux accents japonisants que la créatrice décline sous forme de broches, de bijoux ou de vêtements. Après une formation de graphiste à l'école du Perret, Inès emprunte peu à peu un autre chemin. Progressivement, j'ai eu envie de passer du dessin papier au dessin textile. Et justement, mon apprentissage à Duperré m'avait énormément sensibilisée à toutes les techniques textiles qui me sont donc venues assez naturellement. C'est donc vers la broderie que la créatrice se tourne, avec une attirance toute particulière pour la broderie d'or. Une technique utilisée à la base pour fabriquer les galons militaires ou les décorations ecclésiastiques. Rien de très glamour et pourtant. Ça me plaisait énormément parce que justement, comme je voulais faire des bijoux, pour moi c'était important de garder cet aspect métallique qui est vraiment très lié à la tradition joaillerie. Je voulais pas avoir des bijoux que textiles. Je voulais pas aller vers la broderie d'or pour la broderie d'or, mais plutôt parce qu'il me semblait que c'était la technique la plus appropriée pour retranscrire mon dessin en textile. C'est donc en autodidacte qu'Inès va peu à peu être initiée à la broderie d'or, une technique minutieuse dont elle va nous donner toutes les étapes. Alors dans un premier temps, je dessine mes motifs, puis je les perce à l'aiguille pour pouvoir venir les transférer sur le tissu. Ici, il y a tous les motifs qui vont être brodés et qui vont être brodés avec ce fil d'or que je vais venir poser sur le motif, le travailler à la pince pour qu'il suive le mieux possible le dessin d'origine, et je viens le fixer avec une aiguille et un fil transparent pour que la broderie disparaisse complètement et qu'on ne se rende pas compte comment le fil d'or tient sur le tissu. À partir du moment où elle sort du tissu, je vais venir la doubler dans un premier temps pour la rigidifier, mais aussi pour tout fixer. Et toutes ces finitions vont disparaître avec le cuir qui va venir en tout dernier doubler la pièce. Et parce qu'Inès n'est pas du genre à faire les choses à moitié, même le tissu utilisé pour les broderies a sa petite histoire. C'est du chirimen que j'utilise comme tissu de base pour la broderie. C'est un tissu traditionnel japonais qui est utilisé particulièrement pour faire des kimonos. Parce qu'il a une très belle tenue, un beau tombé, et moi je l'aime particulièrement en broderie parce qu'il a cette nervure qui donne beaucoup de volume au tissu et qui permet en fait de ne pas avoir à broder la totalité de la pièce et avoir quand même un résultat très sophistiqué. Mais elle ne se contente pas d'être simplement une créatrice de bijoux, ses motifs se déclinent aussi sur les vêtements sous forme de patchs amovibles. Cette idée est restée de pièces amovibles, qui était déjà le cas avec les bijoux,
parce qu'on a un bijou qu'on adapte à une tenue. Et là, je me suis dit, je vais faire la même chose pour les vêtements et créer des très beaux patchs, mais où on choisit sa pièce et pas faire directement un vêtement brodé. Et pour tisser ce dragon, on imagine que ce n'est pas tout à fait la même technique. Alors là, il y a 2 techniques mélangées. Ça, c'est de la couchure. C'est presque la même technique que celle utilisée pour les bijoux. C'est juste la matière. Là, c'est du fil doré qui n'est pas ni rigide ni métallisé qui est utilisé. Mais ça, c'est pareil. C'est vraiment des très anciennes techniques de couchure, de fil d'or sur tissu. À l'origine, en fait, c'est pour ne pas perdre l'or parce qu'en broderie, il y a beaucoup de passages au-dessus, en dessous. En couchure, on ne perd pas du tout la matière, elle est entière dessus, donc entièrement visible. Avec chacune de ses créations, Nini Peony nous raconte une belle histoire, un joli conte qui n'est pas arrangé dans notre bibliothèque, mais à emporter partout avec nous sur notre dos ou autour du cou. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours. Bye!